Attention, cotillon et trompette. On est 500 sur la chaîne. On est passé 500 après le vlog de lundi. J'ai posté mon vlog lundi du week-end et on a dépassé la barre des 500 et du coup, bah, je vous le dis là encore une fois, mais après j'arrêterai de le dire à chaque vidéo, mais même si je le pense et que j'ai envie de le dire à chaque vidéo et que je le dis aussi sur Instagram, merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Quel plaisir d'être abonné à vous, on est heureux comme des fous. Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron. Nanana. Bref, je pense qu'il faut à peu près avoir 60 ans pour connaître cette chanson. Ou alors traîner dans des endroits un peu alcoolisés. Bref. Bon, on va continuer, on va commencer parce que là, ça fait 5 minutes que je parle pour rien dire. Floris, enchanté. Willkommen... Oh non, je vais roter. Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. J'adore le café. Alors aujourd'hui, la tasse n'est pas particulièrement marrante, mais elle est très jolie, je trouve. Dans ce ton, je dirais, vert sauge, avec cette petite forme et ces petites rainures là, très belle. Est-ce que je suis centré à votre avis? Je pense pas. Là, je suis centré. En fait, je pense que je suis pas droit parce que j'ai toujours tendance à pencher plus souvent à gauche qu'à droite, mais je penche. En fait, à chaque fois, je me fais un café ou un thé juste pour la vidéo. Et après, je me dépêche de le boire avant de commencer la vidéo pour pas qu'il soit froid une fois que la vidéo est terminée. Donc en fait, entre le moment où je vous dis bonjour et le moment où je commence à parler des livres, parfois il s'écoule 5 minutes le temps que je finisse ma boisson. Nous sommes le 21 avril 2021. Ah, 21-2021. Bref. Là, j'ai 4 livres dont je dois vous parler. Mais vu que j'ai la mémoire d'un poisson rouge souffrant d'Alzheimer, vaut mieux que je fasse la vidéo maintenant, donc c'est pas grave. D'habitude, je préfère filmer le matin ou l'après-midi, mais là, je vais filmer ce soir pour être sûr de ne pas trop perdre de mes lectures, parce que certaines, ça fait déjà plusieurs jours que je les ai terminées, et voilà. Donc j'ai terminé Dune de Frank Herbert à la collection Pocket SF. Comme je vous l'ai dit, ça fait déjà... J'ai dû le traîner sur 1 semaine ou 10 jours, je sais pas trop exactement, j'ai pas noté quand est-ce que je l'avais commencé. J'ai quand même mis pas mal de temps à le lire parce que j'ai lu 2 ou 3 autres romans en même temps. En fait, je m'étais fait des sections et je lisais 100 pages par 100 pages ou parfois un peu plus. Il y a juste sur la fin où vraiment arrivé page 600, il me restait les 300 dernières pages où là j'ai dit bon allez, j'arrête de vagabonder, de lire autre chose et je vais jusqu'à la fin. Après, ça va, le dernier tiers était plutôt intéressant. Donc dans Dune, le pitch va être assez simple. En fait, on suit 2 familles qui se font la guerre, les Atréides et les... J'ai encore oublié et je me suis planté la dernière fois quand j'en ai parlé dans la vidéo. Ah, évidemment, ils ne mettent pas derrière en plus. Harkonnen. Donc les Atréides et les Harkonnen. Nous, le personnage qu'on va suivre et la famille qu'on va suivre, c'est la famille des Atréides. Donc il y a le père qui est duc, la mère, Jessica, Dame Jessica, et le fils, Léo Atréide. Et de l'autre côté, il y a le baron Harkonnen qui est le grand méchant. Et en fait, dès le chapitre 2, il est décrit comme un méchant, c'est le gros monsieur, un peu en mode Jabba le Hutt. Alors j'ai pas vu le film Dune, je sais pas trop, mais en lisant le bouquin, le baron Harkonnen, donc le méchant, m'a fait penser à Jabba le Hutt dans les premiers Star Wars. Vraiment le gros monsieur gras, vulgaire, bref. Et en fait, il y a des complots politiques qui se concentrent notamment autour de l'épice et de la planète Dune. La planète Dune, c'est une planète, comme son nom l'indique, pleine de sable, donc elle est aussi appelée la planète Arrakis. Ça fait beaucoup d'infos là. Et c'est la seule planète sur laquelle on peut récolter l'épice ou le mélange, qui est un peu un élixir de vie en fait. C'est les personnes qui consomment de l'épice vivent plus longtemps et pour certains ont des facultés physiques ou psychiques décuplées. Tous les complots de cet univers se concentrent sur l'épice, sur qui aura la planète Dune en fief, etc. Et donc dans le début du roman, on apprend que la famille du duc Atréide, Leto Atréide je crois, donc le père du protagoniste principal, Paul, reçoit la planète Dune en fief, donc il quitte avec sa femme, son fils, toute sa cour, toute leur planète, qui est une planète super hospitalière où ils ont toujours vécu, grandi, pour aller s'installer sur Dune, parce que l'empereur leur demande de devenir le duc de la planète de Dune. Et en fait, ils arrivent sur Dune, et Dune, c'est une planète de sable qui est complètement indomptée, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes, c'est très dur. Le peuple qui y vit, donc le peuple des Fremen, qui lui prendrait une place très importante après dans la suite du roman, n'est pas totalement
soumis à la puissance de l'Empire et donc du duc, qui est le représentant de l'Empire. Et donc, ils sont un peu réticents à ce nouveau duc, etc. Donc, ils arrivent... Jusque-là, c'est très classique, en fait. Hein. Des familles qui sont la guerre, une famille qui arrive dans une planète où tout paraît hostile à son arrivée, le peuple ne veut pas les accueillir, il ne les aime pas, et s'ensuit des conflits autour d'un but commercial. Et en fait, c'est ça sur 900 pages. Et c'est là que j'ai trouvé ça un peu long, dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'action. Je crois qu'il doit y avoir 2 scènes de combat et 2 duels à l'épée, on va dire. Et c'est tout, donc sur 900 pages, ça fait peu. Et les combats, on les attend, genre le premier combat, il doit arriver à la fin. En fait, il y a 3 livres, livre 1, livre 2, livre 3, qui font à peu près chacun 300 pages. Et les scènes d'action se passent vraiment à la fin des 300 pages. Et donc, j'ai attendu 2 fois 300 pages parce que... Sinon, il se passe rien. Alors, c'est pas inintéressant, hein. C'est comme dans Game of Thrones, c'est des conflits politiques, religieux aussi, surtout, écologiques par rapport à la planète de Dune. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une planète aride sur laquelle rien ne pousse, il n'y a pas d'eau, etc. Donc, le peuple Fremen, qui est originaire de cette planète, essaye de trouver des solutions pour ne pas tuer la planète sur laquelle ils vivent, pour ne pas tuer la plante, l'épice, en fait, enfin, pas la plante, mais l'épice, pour ne pas appauvrir leurs ressources. Donc il y a tout un pamphlet sur l'écologie qui prend une place très importante, à tel point qu'il y a des personnages dont leur fonction, c'est d'être écologiste. C'est un métier dans l'univers de Dune, c'est un écologiste. Et donc il y a un écologiste qui prend une place très importante dans le roman. Donc il y a tout ce pamphlet sur l'écologie qui est quand même assez intéressant, surtout que le livre a été écrit dans les années 70, donc je pense que pour l'époque, c'était assez précurseur et novateur d'inclure ce thème de l'écologie dans un roman qui plus est de science-fiction. Après, il y a toute une partie sur la religion. Il va y avoir une sorte d'histoire prophétique et messaïque avec un personnage qui va être un peu vu comme le Messie, très attendu, qui va devoir accomplir certaines choses parce que c'était écrit. Et en fait, alors, en plus, j'ai lu vraiment pas longtemps après l'Évangile selon Pilate, donc qui raconte, je vous en parlerai après, mais qui raconte une histoire de Jésus. Et là, c'était ça, en fait, c'était un peu la Bible science-fiction, dans le sens où un personnage est un peu comparé... je dis Jésus, mais ça serait plutôt Mohamed, parce que je pense que c'est plutôt la religion islamique. Je pense plutôt que c'est la religion islamique que chrétienne à laquelle on peut comparer Dune, mais il y a, comme vous savez, des similitudes entre les deux religions. Donc il y a tout ce côté religieux du prophète, des tâches qui incombent au prophète, des devoirs qui retombent sur lui, etc. Et ça m'a un peu gêné parce que j'ai trouvé que par moments ça avait peut-être même un peu mal vieilli. Après, en contextualisant et en me disant que c'était sorti dans les années 70, ça devait être quelque chose qui n'avait pas été souvent fait, donc c'était intéressant. Mais le côté religieux, messaïque, etc., ça m'a un peu moins intéressé. Et après, les conflits politiques, pareil. En fait, c'était assez intéressant, j'y prenais goût, mais ça me tenait pas en haleine, et c'est pour ça que j'ai jamais lu d'ailleurs par exemple les Game of Thrones, parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée, j'ai bien aimé la regarder, mais je pense pas que tous ces conflits politiques et ces rencontres et ces blablas qui durent des heures, et donc des pages entières, ça m'aurait intéressé en lecture. Et là, c'est ce que j'ai eu dans cette lecture-là. En fait, c'était un peu trop lent et avec trop peu d'action à mon goût. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Sur les 3, 4, 5 premiers chapitres, ils nous balancent des infos dans tous les sens. On a tous les noms. C'est pour ça que j'ai même du mal à des fois les retenir au début. On a tous les noms des planètes, des personnages, des fonctions, des appareils. Vu que c'est un monde de science-fiction, il y a certains appareils qui ont des noms particuliers. Et ils nous balancent tout dans les 5 premiers chapitres sans vraiment nous expliquer. Alors heureusement, il y a un lexique à la fin qui fait une bonne vingtaine de pages. Toutes les 3 lignes, j'allais voir dans le lexique de quoi il parlait. Donc ça, c'était un peu casse-pied. Ça, j'aime pas trop faire ça. Mais c'est vrai qu'après, avec les livres de fantasy ou de science-fiction, c'est souvent le cas. Quand c'est les premiers, ou en tout cas les premières pages, on n'a pas le choix de se référer à ce lexique. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Et donc, on avait beaucoup d'infos. C'est pour ça qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Une fois qu'on a compris les mots de vocabulaire et les personnages, les planètes, la lecture est fluide et simple. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je vous le dis, c'est quand même assez introspectif par moments. Tous ces débats et ces questions sur la religion, on a beaucoup de personnages qui doutent sur eux, sur quelle est leur véritable mission sur Terre, quel est leur véritable but, qu'est-ce qu'ils doivent faire, est-ce qu'ils ont choisi la bonne direction, est-ce qu'ils auraient dû faire ceci plutôt que cela. Et ça, parfois, c'est un peu long
est un peu redondant, et moi c'est pas le genre de... Surtout quand je lis de la science-fiction. Quand je lis un contemporain, si c'est sur quelques pages, ça me dérange pas. Quand je lis de la science-fiction, là j'avais sûrement envie de bataille, de pistolets laser, de Star Wars. Et non, on n'y est pas du tout. Néanmoins, je suis très content de l'avoir lu. Je me dis que j'ai lu Dune et je suis content, comme ça je vais pouvoir regarder les films qui apparemment sont très bons, donc sûrement que je prendrai plaisir à regarder les films. Je ne sais pas si je lirai le deuxième tome. Apparemment c'est beaucoup plus court, il doit faire 300 ou 400 pages, j'ai regardé sur internet, donc beaucoup plus court, mais apparemment c'est pareil, c'est du blabla sur les 300 ou 400 pages, et là je crois qu'il n'y a même pas une scène d'action dans le tome 2. Donc je vais voir. Si je le trouve d'occasion, je le prendrai, mais j'irai pas l'acheter neuf comme celui-là je l'ai acheté neuf. Si je les trouve d'occasion dans une boîte à livres, why not, mais sinon non. Je suis fier de moi, c'est un peu mon challenge du mois d'avril, et c'était cool. Ensuite, j'ai lu Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa, que je vous ai déjà présenté en vlog. J'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà dit dans le vlog également. Dans le premier chapitre, on suit un vieil homme qui joue du piano dans une gare, vous savez, les pianos en libre service, et il apostrophe le lecteur directement. Alors moi, ça des fois, j'aime pas trop quand on se fait apostropher par le livre, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme ça, c'est dans ma tête. Donc ce vieil homme nous apostrophe, il commence à nous raconter un peu sa vie, comment il en est arrivé là, comment il s'est retrouvé sur ce banc à jouer des musiques dans une gare. Et en fait, donc ça dure le premier chapitre, hein, ça doit être, je sais pas, une dizaine de pages, et après, hop, on tourne la manivelle, on remonte dans le temps, on est petio, et on apprend donc comment cet homme a perdu ses parents très jeunes, et comment il a été placé dans un orphelinat. L'orphelinat des Confins, qui se trouve en haut des Pyrénées, dans un recoin un peu perdu au milieu des forêts, des montagnes, à quelques kilomètres de la ville de Lourdes, dans un vieux pensionnat. Vraiment, moi j'imaginais la demeure dans Les Choristes. Le film Les Choristes, c'est vraiment la grande bâtisse, mais un peu sur la fin, on va dire. Et il se retrouve là-dedans, en fait, alors que lui, il avait rien demandé. Jusqu'à 2 jours avant ça, il était encore avec ses parents et sa sœur. Et là, il se retrouve orphelin du jour au lendemain, dans une espèce de grande bâtisse perdue à des milliers de kilomètres de lui, là où enfin des milliers, non, je m'enflamme un peu, des centaines de kilomètres parce que lui, il est de Paris. Donc il se retrouve là au fin fond des Pyrénées, il sait pas trop pourquoi. On va suivre son arrivée dans l'orphelinat, comment il va rencontrer ce qui sera plus tard ses amis. Donc au début on a cette relation un peu, mais on l'a tous vécu quand on est arrivé à l'école, donc c'est pour ça que j'aimais bien. Vous savez, les regards qui se croisent, les enfants qui se jaugent, est-ce qu'on est fait pour s'entendre, est-ce qu'on va être amis, les garçons qui veulent se sentir un peu plus grands, un peu plus forts que les autres, qui crachent dessus, etc. Donc il y a vraiment toute cette ambiance cours d'école, donc je le dis parce que je sais que certaines personnes ont des mauvais souvenirs par rapport à cette période et n'ont pas forcément envie de les vivre ou revivre ou de les relire. C'est pas violent, c'est pas dur, mais c'est des enfants, vous voyez, enfin c'est des enfants qui se jaugent et qui s'évaluent les uns aux autres, donc c'est un peu la loi de la jungle, quoi. On se rend très vite compte que les ennemis qu'il va se faire, ça va pas être parmi les autres orphelins, mais ça va être l'abbé qui dirige l'orphelinat, donc l'abbé Sénac, et l'intendant général qui est un peu le sous-fifre du prêtre et qui doit surveiller les enfants. Qui va suivre de cette rencontre toute une série de sévices faits à ces enfants. On va apprendre comment on vit dans cet orphelinat, comment c'est réglé. On a même le programme de la journée, 5h30 debout, 5h45, le lit est fait, 6h on prend sa douche, 6h30 on se brosse les dents. Il y a tout l'agenda des enfants, et ça j'ai bien aimé, comme ça on voit un peu, on comprend comment est rythmée la journée, et on apprend très vite comment ça marche. On voit très vite aussi que c'est pas l'orphelinat accueillant, en même temps, très souvent dans ces histoires, les orphelinats sont pas accueillants, et on va voir que c'est dirigé d'une main de fer, dans un gant de fer, dans une manche de fer, dans une armure de fer, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de velours dans l'histoire. Et ces pauvres gosses, il leur arrive que des carabistouilles, que des enquiquinades, quoi. Hein. Et donc là, c'était dur. Moi, des fois, j'étais vraiment mal à l'aise, un peu colère, parce qu'on leur fait subir des choses. Le prêtre est vraiment très fourbe et il s'insinue dans l'esprit de ses enfants, et ses enfants sont vraiment à la limite de la soumission. Enfin, la plupart sont totalement résignés et baissent la tête et ne disent rien. Et nous, on va suivre donc Joseph et 3 ou 4 autres personnages qui, eux, sont à mi-chemin entre la soumission et en même temps la révolte, et la révolte passive, en tout cas, ils se soutiennent les uns les autres un peu discrètement, et cette amitié qui commence à se lier entre les enfants va se retrouver finalement plus forte que l'abbé, plus forte que ses tortures psychologiques, plus forte que Grenouille, donc qui est l'intendant général un peu méchant, qui lui est pas trop dans le psychologique, il est directement dans le physique, hein. C'est coups de fouet, des taloches, des croche-pattes, etc., tout ce que vous voulez, hein. Donc j'avais un peu de mal au début parce que c'était vraiment très sombre, très, très glauque, même avec ces deux personnages adultes très violents envers les enfants. C'était même un peu
tendu, j'avais quand même un sentiment d'angoisse en me disant jusqu'où ça va aller, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces enfants. Vraiment, j'attendais que ça arrive d'un côté ou de l'autre. Au final, c'est pas allé jusqu'à ce que je m'étais imaginé, mais c'est pas plus mal. Et la fin est super belle, la fin est lumineuse, y a un peu d'espoir, donc j'ai bien aimé que ce ne soit pas que du sombre et que du noir pour au final pas grand chose. Là, il y avait vraiment une histoire, un message. Le personnage principal joue du piano, et il se rappelle des moments de son enfance avec son professeur de piano qui est un peu cliché, genre le prof qui te tape sur les doigts si tu joues un ré au lieu d'un do dans la symphonie 45 de Beethoven. Vous avez dû comprendre que je disais n'importe quoi, mais en fait, c'est juste pour vous imager le professeur complètement cinglé, le professeur de musique. Et les flashbacks avec ses leçons de musique, ça permet de reprendre sa respiration dans le roman, de se sortir un peu de ce tout glauque, tout noir, tout oppressant. Et pendant 3-4 pages, on peut respirer, on peut sortir de l'eau, on peut voir un peu de beauté, écouter la musique. Et la plume de l'auteur, il participe aussi, parce que quand il raconte parfois tout ce que ses enfants subissent, c'est assez froid, assez direct, il y va pas par 4 chemins. Puis par contre, quand il parle de la musique, surtout, là la plume est beaucoup plus belle, beaucoup plus douce. Il prend son temps pour raconter une note, pour raconter une main qui se pose sur le clavier, pour raconter un regard entre le prof et l'élève. Et donc la plume, voilà, j'en reviens à mon dernier point, la plume de l'auteur est très très belle. J'ai beaucoup aimé comment c'était écrit. Vous voyez, c'est très court, hein, ça fait 350 pages, je crois. Et ça permet... Ah, je suis flou. Et la plume, donc si belle, si douce, permet de s'attacher à ses enfants et sûrement de les prendre en pitié encore plus que si c'était vraiment une écriture froide du début à la fin. Donc là, ouais, voilà. Il alterne vraiment sa façon d'écrire en fonction de s'il parle de certains personnages. Parfois, il transforme un nom commun en un nom propre et ça prend toute une autre dimension. Ça devient encore plus beau. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et son humour. Il se permet des traits d'humour et quelques blagues pendant l'histoire qui moi m'ont fait beaucoup rire. Donc c'était une très bonne surprise parce que comme je vous l'avais dit, j'avais pas choisi ce roman, c'est mon neveu de 4 ans qui l'avait pris et qui me l'avait mis entre les mains. Et c'était une excellente surprise. Lui, c'est sûr qu'il va rester dans ma bibliothèque. C'était un beau coup de cœur que j'ai eu pour ce roman, pour ses petits-enfants et pour la musique. Ensuite, j'ai lu Le Syndrome E de Franck Tillier, toujours chez Pocket. Ah bah c'était mon deuxième Pocket, tiens. C'est donc le premier tome de la saga entre Charcot et Lucienne Bell. J'avais jamais lu de Franck Tillier, c'est le premier, donc je ne connaissais pas les enquêtes en solo de Franck Charcot, ni les enquêtes en solo de Lucienne Bell. Pourtant, on les voit passer, mais non, j'avais jamais succombé, en tout cas, j'en avais jamais eu un entre les mains. Et j'avais trouvé cette intégrale une fois, ça devait être dans mon Cultura, sûrement l'été dernier, ils ont peut-être sorti ça pour l'été, et je me suis dit, bon bah tiens, ça en fait 3 pour le prix d'un, disons que c'était pas très très cher. Ah, quoique quand même, 15 balles. Bon, 15 balles pour 3 romans, même si j'achète les 3 en poche, ça reviendra pas à 15 €. Et donc là, c'est en suivant Isa, les chroniques du hérisson, qui dit tout le temps que Franck Tillier, c'est son auteur chouchou, sa petite... pas sa Madeleine de Proust, mais c'est vraiment l'auteur qu'elle aime bien retrouver et garder 1 ou 2 romans sous le coude parce qu'elle est bien avec lui. Je me suis dit, bon bah, elle est à celui-là, j'avais pas spécialement envie de lire autre chose, donc j'ai dit, allez, let's go. Et je suis bien content de l'avoir lu. C'est pas mauvais, c'est pas ouf, c'est pas très original, c'est pas les personnages les plus marquants non plus. J'ai un peu même pas trop aimé le personnage de Franck Charcot, un peu plus le personnage de Lucie Bell. Donc dans cette histoire, en gros, Franck Charcot, il va être affecté à une affaire où 5 corps sont retrouvés dans le nord ou l'ouest de la France, je sais plus. Ces corps, il leur manque les yeux et des bouts de cerveau. Lucie, elle, vers Lille ou en Belgique, je sais plus, est appelée sur une affaire où un homme est retrouvé mort dans sa salle de projection de cinéma privée. Je crois qu'il lui manque aussi un œil ou quelque chose comme ça, et voilà. Donc ils ont chacun 2 affaires, et par la force des choses, les affaires vont s'entrecouper et vont se retrouver. Donc ça va être leur première rencontre. Donc Charcot, le vieux de la vieille, le vieux requin, quoi, le vieux loup de mer qui connaît son métier, qui comprend pas pourquoi on lui dit de travailler avec cette petite jeune flic du nord de la France qui est lieutenant, ou enfin qui est pas du même niveau que lui, etc. Donc là, tu te dis oui, bon d'accord, ça on l'a déjà vu. Il fait comprendre qu'il veut pas travailler avec elle, mais en même temps, il se dit oh, elle a l'air pas mal, oh, elle travaille bien, oh, nanana. Donc là, tu sais déjà, au bout de, je sais pas, il se rend compte au bout de 50 pages, tu t'imagines très vite que bim bam boum, papa dans le loukoum, il va se passer quelque chose entre les deux, quoi. Donc après, l'enquête, bah, c'est une enquête policière classique qui nous fait partir un peu dans tous les sens. Ça part au Caire, en Égypte, à Montréal, au Canada, en Belgique, à Bruxelles.
il y a des éléments qui s'ajoutent à l'enquête, puis après ça fait marche arrière, puis on part dans une autre direction, puis et puis bidule, puis... Et puis voilà. Et c'est ça un peu pendant 400 pages. Ça me dérange pas du tout, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les policiers, dans les enquêtes. C'est ce que j'aime, disons, j'aime bien me faire balader, j'aime bien me faire traîner, j'aime bien voyager. Ça nous fait voyager, on voit du pays, on voit du monde, c'est la fête, allons-y, on prend l'avion, on prend le train, on prend le bateau, et zim, ça roule quoi. Mais par contre, sur la fin, j'ai été un peu déçu, parce que j'aime bien dans ces enquêtes qui partent dans tous les sens, à la fin, les deux protagonistes se retrouvent, et puis, faut qu'on aille arrêter lui, puis au final, lui, il monte dans une voiture, et sur l'autoroute, et après... Hop, virage au frein à main, on s'arrête, vous êtes en état d'arrestation, ouah non. Et là en fait j'ai pas eu ça, c'est juste on retrouve le méchant, on va l'arrêter, il était chez lui et basta quoi. En gros c'était à peu près ça, hein. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe, mais c'est à peu près ça. Et puis après, du coup, il retrouve pas le méchant, mais comment dire, le coupable, quoi. Il l'interroge pendant, je sais pas, au moins un chapitre, et genre là, il remonte toute l'enquête, et il réexplique tout au cas où t'as pas vraiment compris comment ça s'est passé, et il te refait tout le déroulé de l'enquête, où il te redit toutes les motivations, toutes les explications scientifiques, parce que c'est quand même une enquête un peu scientifique et neurologique, ça parle du cerveau, des yeux, des nerfs, etc. Donc il te refait tout l'exposé scientifique de l'enquête. Et donc là, ça m'a un peu perdu, j'ai tout lu, hein, mais j'étais pas à fond dedans, dans cette fin. C'est vrai que je lisais pour arriver au bout, quoi. Et au final, après, t'as un épilogue de 2 pages, et là, il te balance une bombe en mode... je sais pas en mode quoi d'ailleurs, j'ai pas d'idée là, j'ai voulu réfléchir mais ça ne vient pas. Donc il balance une bombe dans la dernière ligne, et en plus moi c'est facile parce que c'est une intégrale, donc j'aurais pu dire bon bah allez, je commence tout de suite, mais j'avais envie de lire autre chose. Mais vraiment, dans la dernière ligne, t'as envie de commencer l'autre quoi. Donc j'imagine les gens qui sont vraiment fans de Franck Tillier quand genre le roman est sorti et qu'il a fallu attendre 1 an ou 2 pour que la deuxième enquête arrive. Les vrais fans, ils ont dû être un peu frustrés. Moi, là, si je voulais, je pouvais le commencer, mais j'étais pas non plus assez investi pour pouvoir le commencer. Donc je suis content d'avoir lu du Franck Tillier, et je lirai probablement la suite, parce qu'au final, j'ai envie de savoir comment les 2 protagonistes vont évoluer, qu'est-ce qui va leur arriver d'autre. Je crois que la série doit être à 7 ou 8 tomes maintenant, peut-être même plus, une dizaine de tomes. Donc là, je vais déjà lire les 3 premiers, je sais pas si j'en rachèterai d'autres après, mais je vais lire les 3 premiers. Et je me connais, si un jour j'arrive à la fin du 3e tome et qu'il me remet le même cliffhanger qu'à la fin du 1er tome, je vais me ruer pour aller acheter le 4 pour si un jour j'ai envie de savoir. Donc voilà, j'aime bien cette plume un peu addictive quand même. C'est vrai que là-dessus je suis bon client. Quand on me promet un truc, enfin quand on me fait attendre quelque chose, j'ai forcément envie de savoir. Et ensuite, la dernière lecture que j'ai faite, encore une première fois, c'est vraiment très sensuel. Moi et les livres en ce moment, que de premières fois, que de découvertes, que de rencontres. Je suis le Arthur Dreyfus des auteurs, là je vais vous raconter toutes mes premières fois avec les bouquins. J'ai lu Éric Emmanuel Schmitt, L'Évangile selon Pilate, paru donc là chez Le Livre de Poche. C'est une très vieille édition que j'ai trouvée en boîte à livres le week-end dernier, je crois d'ailleurs. Je pensais pas le lire tout de suite, et au final, je sais pas, hop, il m'a appelé après Tillier. Et donc dans L'Évangile selon Pilate, c'est un court roman de 250 pages qui est coupé en 2. On va nous raconter dans la première partie toute la vie de Jésus jusqu'à son entrée dans Jérusalem, donc jusqu'à sa crucifixion, donc dans la tête de Jésus. Et ensuite, c'est Pilate qui parle, et donc là on est dans une correspondance épistolaire entre Pilate, enfin Ponce Pilate et son frère, et il raconte les 3 jours qui suivent la mort de Jésus. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Donc c'était la première fois que je lisais du Éric Emmanuel Schmitt. Je savais qu'il était très croyant, il l'a plusieurs fois dit en interview. D'ailleurs, il a même écrit un livre là-dessus, ça s'appelle La Nuit de Feu. C'est le livre qui raconte la nuit dans laquelle il a senti sa foi, une nuit dans le Sahara où il s'est perdu, et il raconte... J'ai pas lu le livre, mais j'ai entendu son interview dans la grande librairie quand c'est sorti il y a quelques années. En gros, il était perdu dans le Sahara, enfin il était dans le désert en Algérie, je crois que c'est le Sahara, j'imagine, avec des amis. Il a perdu le groupe pendant toute une nuit, donc il s'est retrouvé seul dans ce désert, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il était croyant et qu'il avait la foi. Et donc ça, il le raconte dans son roman La Nuit de Feu. Donc je savais qu'il était très croyant, et je voulais savoir qu'est-ce qu'il avait à dire sur Jésus. En fait, je me suis demandé, parce que c'est le genre de livre, je pense que c'est sorti dans les années 2000, ça a dû être tabou, enfin ça a dû être à mon avis un peu controversé quand c'est sorti, surtout venant de la part de quelqu'un qui se dit chrétien et croyant. J'ai trouvé ça super intéressant, pas blasphématoire, après chacun voit le blasphème à sa porte, j'ai envie de dire, mais j'imagine que certaines grenouilles de bénitier se sont retournées dans leur sacristie à la lecture de ce roman. Moi c'est pas le cas, j'ai bien aimé.
Donc dans toute cette première partie où il est dans la tête de Jésus, moi j'ai bien aimé déjà ce concept de faire parler Jésus. Je pense que ça a déjà été fait et que ça a été refait, mais c'est toujours intéressant à lire. En gros, il raconte Jésus comme quelqu'un de normal, qui a ses doutes, qui un peu comme dans Dune, hein, quand je vous le disais, qui se demande pourquoi cette responsabilité tombe sur lui, pourquoi il est choisi, est-ce que c'est vraiment bien de faire des miracles, tous ces gens qui viennent le voir juste pour qu'il réalise un miracle, etc. Et donc en fait on le voit grandir, donc de la naissance de Jésus jusqu'à, je vous dis, son entrée dans Jérusalem. Et c'est marrant parce que du coup quand il est enfant, Éric Emmanuel Schmitt raconte bien ça d'ailleurs, il dit que quand on est enfant, on se prend tous pour Dieu, on a l'impression qu'on ne va jamais mourir, on sait même pas forcément ce que c'est que la mort. On croit qu'on peut voler quand on saute ou quand on nous lance en l'air, on croit qu'on est invincible, que rien ne peut nous arriver. Il raconte comment ce Jésus enfant s'est pris pour Dieu en fait, croyait qu'il était immortel, puis après on lui a enseigné que non, c'était juste un homme. Et au final, après, il se rend compte qu'il est le fils de Dieu et que c'est lui le Messie. Et donc finalement, si, il est quand même un peu Dieu. Et c'est marrant, j'ai bien aimé cette alternance entre je suis Dieu, je suis un homme, je suis Dieu, je suis un homme. Et c'était cool. C'était bien écrit. Après, la partie sur Pilate, sur la correspondance entre Pilate et son frère, c'était aussi intéressant. Parce qu'en gros, Pilate raconte un peu qu'il n'était pas trop chaud pour tuer Jésus, en fait. Et c'est plein d'humour. Hein. Quand je dis il n'était pas trop chaud pour tuer Jésus, c'est un peu comment il fait parler Ponce Pilate. Genre, des fois, il lui fait parler d'une façon anachronique, comme quelqu'un de notre siècle, mais ça ajoutait un peu d'humour au roman, sans que ce soit trop vulgos ou que ça paraisse pas naturel. Il le faisait parler de façon naturelle, mais un peu anachronique. Donc il raconte en gros qu'il est pas trop chaud pour tuer Jésus, mais qu'au final, avec les Juifs d'un côté, Rome de l'autre, il a pas trop de choix, faut qu'il fasse quelque chose. Donc il crucifie Jésus, il descend de la croix, on le fout au tombeau, lui il se lave les mains, il se dit c'est bon, c'est terminé, basta la vista, manque de bol. Le lendemain, il se réveille, le tombeau est ouvert, personne n'a rien vu et il n'y a plus le corps. Et du coup, là, il commence un peu une enquête policière pour retrouver le corps de Jésus, chez qui peut être le cadavre. C'est impossible qu'il soit ressuscité, c'est ce que tout le monde dit, mais lui, il peut pas croire ça. Et du coup, on le voit, il va chez le roi Hérode, il va chez Joseph d'Arimathie, il va retrouver les apôtres, les 12 apôtres, il doit se dire, attends, il avait 12 mecs en permanence avec lui, c'est sûr, à 12, ils ont pu rouler la pierre, ils ont pris le corps, ils se sont barrés. Donc il va voir chacun de ces personnages-là de la Bible, et il leur demande, il essaye de mener l'enquête. Donc c'est une mini-enquête policière pour retrouver Jésus. Et j'ai trouvé ça bien fait, bien écrit, peut-être parfois un peu long, parce que c'est vrai que c'était souvent le même schéma, vu que c'était épistolaire avec son frère. À chaque journée, il racontait, aujourd'hui je suis allé chez un tel, je lui ai posé telle question, on a fait ci, on a fait ça, Jésus il était pas là, bon, c'est tout, à demain. Puis le lendemain, il disait, je suis allé chez Bidule. Donc ça, c'était un peu long. En fait, le côté épistolaire, j'ai pas trouvé que ça apportait grand chose, et au contraire, ça alourdissait peut-être un peu le truc, et ça le rendait répétitif. Et même jusqu'à la fin, il mène bien le truc, en fait, il retrouve pas Jésus, et il y a de plus en plus de gens qui disent que non, mais il est toujours vivant, il est ressuscité, les disciples d'Emmaüs ont vu Jésus, Marie a vu Jésus, il y a de plus en plus de gens qui ont vu Jésus et qui convergent tous vers un même point, qui se mettent en route, et lui, il se dit, foutu pour foutu, je vais les suivre, on va marcher et on va essayer de retrouver Jésus. La fin est quand même assez belle, donc après Éric Emmanuel Schmitt, il est auteur et un peu philosophe, donc c'est assez introspectif, beaucoup de questions, d'introspection sur le sens de la vie, sur la foi, sur la religion, donc si vous n'êtes pas du tout intéressé par les religions ou la foi, vous pouvez, je pense, passer votre chemin, parce que l'enquête policière, ça reste quand même anecdotique. Mais je suis bien content d'avoir découvert Éric Emmanuel Schmitt, notamment avec ce roman, parce qu'il m'a beaucoup plu. J'en attendais rien du tout, je vous dis, je l'ai trouvé au hasard dans une boîte à livres, je savais même pas qu'il avait écrit ce truc-là, et c'était une super surprise. Et en plus, à la fin, donc c'est sur, je sais pas, une quarantaine de pages ou 30 pages, il y a pas une nouvelle, en fait, ça s'appelle Journal d'un roman volé, et dedans, Éric Emmanuel Schmitt raconte qu'il s'est fait voler ce roman, qu'il avait déjà écrit l'Évangile selon Pilate qu'il a mis 10 ans à écrire ce roman, et qu'il s'est fait cambrioler, et que les cambrioleurs ont pris son ordinateur et les disquettes, et ça a été écrit dans les années 2000, on était encore sur les disquettes, mon bon monsieur, il avait passé tellement de temps à l'écrire, et que le sujet lui tenait à cœur, qu'il va réécrire le roman. Et donc, il raconte tout son processus d'écriture, comment il a écrit chaque scène, comment il a imaginé les personnages, donc ces personnages c'est les personnages de la Bible, hein, tout le monde les connaît, et comment lui, sous quel angle il va les aborder. Marie, la mère de Jésus, est très peu présente dans le roman. Et il raconte pourquoi Marie n'y est pas, pourquoi il a choisi de l'occulter un peu ou de peu en parler.
je vais pas dire qu'il explique son roman parce que sinon ça serait chiant si tu lis un bouquin et que juste après il te dit bon bah là j'ai fait ci pour ça, là j'ai fait ça pour ci. C'est pas du tout ça. C'est rapide. Hein. Des fois quand il te parle d'un personnage c'est juste 3 lignes. Il te dit ah bah j'ai bien aimé cet aspect de ce personnage que j'ai lu dans tel évangile, donc du coup j'ai voulu l'écrire comme ça. Mais ça reste assez court. Je vous dis ça fait à peine 30 ou 40 pages. Donc j'ai bien aimé aussi ouais, ce petit texte qui accompagne le bouquin sur la fin parce que ça en révèle pas mal sur l'auteur et sur sa façon d'écrire. Et du coup, il dit qu'après, il avait arrêté d'écrire sur son ordinateur et qu'il a réécrit tout le roman sur du papier. Très bonne rencontre avec Eric Emmanuel Schmitt. Vous avez déjà été plusieurs à m'en conseiller d'autres sur Instagram, donc je vais regarder un peu les titres que vous m'avez conseillés pour voir ce qui pourrait peut-être me plaire en termes d'histoire. Parce que vu que c'est quand même un philosophe qui écrit beaucoup de romans sur l'introspection, typiquement son roman sur comment il a trouvé la foi dans le désert du Sahara, c'est pas du tout le genre de lecture qui m'intéresse. Mais là, vu qu'il y a un peu le côté historique, biblique, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je me suis tourné vers celui-là. Donc c'est terminé pour les lectures finies. Là en ce moment je lis Cimetière de Stephen King, que j'ai dû vous présenter dans le haul du vlog précédent. Pour l'instant je sais pas grand chose, juste qui est qui fait quoi. Le paysage est planté, l'ambiance est plantée, les personnages sont campés, et voilà. Est-ce qu'ils disent que c'est terrifiant? Oui, ils disent le roman le plus terrifiant de Stephen King. La lecture ne me terrifie pas, donc il y a peu de chances pour que je referme le roman et que j'allume toutes les lumières chez moi parce que j'ai trop peur, mais ça m'intrigue. Donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Encore une fois, merci, mais promis, c'est la dernière fois que je dis merci. Non, c'est pas vrai. Je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes découvertes, et comme toujours, d'être heureux. Là, avec la lumière, on voit ma face un peu surexposée. C'est pas top.